Merci de nous rejoindre dans l'entretien de Dimanche c'est politique, mesdames et messieurs. Vous le savez, l'actualité politique est dominée par une initiative majeure, la proposition de loi portant révision de la Constitution déposée par la majorité parlementaire. Au centre de cette proposition, la création du Sénat et l'instauration d'une trêve politique après l'élection présidentielle. Ces mesures sont présentées comme un rempart contre l'agitation politique chronique, mais elles soulèvent des questions fondamentales. Est-ce la fin du pluralisme politique tel que nous l'avons connu depuis 1990 avec cette proposition majeure du Sénat et surtout ses attributs, changeons-nous de République pour éclairer ces enjeux. Nous avons l'immense plaisir de recevoir ce matin l'un des initiateurs de cette proposition de loi, le député Nathan Ake, président du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau. Honorable, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tout un plaisir pour moi d'être avec vous ce dimanche matin et j'en profite pour saluer tous les amis auditrices et auditeurs. Qui sont impatients de comprendre les motivations. Alors, honorable, sans autre protocole, on va y aller. Quelle est la justification, on va le dire, fondamentale de cette nouvelle réforme constitutionnelle, moins de 5 ans après la révision de 2019? Eh bien, je tiens d'abord à vous remercier pour m'avoir invité ici pour apporter quelques éclairages par rapport à cette initiative, cette nouvelle initiative de réforme constitutionnelle que j'ai introduite avec mon collègue président du groupe parlementaire Bloc républicain, mon collègue député Hassan Seibou, président du groupe parlementaire. Je peux vous dire que l'arsenal institutionnel du Bénin manquait essentiellement de quelque chose que nous avons mis du temps à étudier. Nous avons mis beaucoup de temps à étudier. Au finish, nous nous sommes rendus compte que actuellement les conditions sont réunies pour pouvoir combler ce vide. C'est l'existence d'un Sénat. Parce qu'il y a la conférence nationale des forces vives de la nation, ce qui a été adopté comme parlement était une chambre unicamérale. Monocamérale, comme on le dit. C'est-à-dire un parlement monocaméral. Mais vous savez bien que dans la plupart des pays du monde, le parlement est bicaméral. C'est-à-dire deux chambres, une chambre basse et une chambre haute. L'inexistence de la chambre haute dans notre pays a souvent engendré des dysfonctionnements que nous essayons de régler par des méthodes informelles. Et étant donné que la 9e législature a été aussi une législature de réformes, de grandes réformes, nous avons estimé que maintenant que les conditions nous semblent être réunies, il faut passer à cette réforme de création du Sénat pour combler ce vide. Les conditions sont réunies, vous dites, je vais revenir sur les conditions tout à l'heure, mais vous parlez également de dysfonctionnement. Justement, quels sont ces dysfonctionnements institutionnels ou systémiques précis que l'introduction du Sénat est censée corriger aujourd'hui avec votre proposition de réforme constitutionnelle? Vous savez bien, dans notre pays, les anciens ont souvent été appelés à la rescousse. On a des anciens présidents de la République, des anciens présidents de l'Assemblée nationale, des cours constitutionnels, et tous ces anciens, lorsque on traverse des périodes de crise, interviennent. Et souvent, ils sont sollicités pour intervenir, mais ceci de manière informelle. On a besoin de formaliser cela? On a bien besoin de formaliser cela. Pour quel intérêt? Parce que pour l'intérêt supérieur de la nation. Parce que ce qui est informel et qui donne de bons résultats, lorsqu'il est formalisé, donne encore de meilleurs résultats. Nous avons estimé que toutes ces personnalités, toutes ces expériences dont regorge notre pays, qui se retrouvent dans la nature et qui ne servent plus à grand chose, et qui ne sont sollicités que lorsqu'il y a crise, on peut les réunir au sein de cette nouvelle institution qu'est le Sénat. Et donc, en fait, des sénateurs qui seront en quelque sorte la chambre haute du Parlement pour pouvoir être en permanence en train de veiller à la paix, à la stabilité, parce qu'il n'y a pas de développement sans la paix et la stabilité. Donc, cette nouvelle institution aura essentiellement pour rôle d'assurer l'équilibre des forces, d'apaiser la situation, d'assurer la stabilité, de proposer des solutions pour relever
les défis sécuritaires qui se posent à nous. Et voilà donc la raison fondamentale pour laquelle il faut mettre en place ce Sénat. D'accord. Vous justifiez cette proposition de réforme constitutionnelle par la nécessité, disiez-vous, d'une chambre haute pour l'étude approfondie des lois quand on lit le texte. Alors, pourquoi le Parlement, issu peut-être de 90 et de la révision de 2019 déjà, était-il devenu insuffisant pour garantir cette qualité législative? Eh bien, ça fait déjà plus de 30 ans que nous espérons, que nous expérimentons le modèle mis en place à la Conférence nationale des forces vives de la nation, qui continue de marcher. Mais en 30 ans, nous avons eu le temps quand même de tirer des leçons de la pratique. Donc, en éprouvant tout le modèle qui a été mis en place, nous avons compris que il est important d'équilibrer les choses. Déjà, la réforme de 2019 a permis de corriger un certain nombre d'insuffisances qui existaient dans la Constitution du 11 décembre 1990. C'est ainsi qu'il y a eu des innovations qui ont permis la discrimination positive en faveur des femmes. Parce que, vous savez, avec ce qu'on avait mis en place, 52% de la population était exclue pratiquement de la vie publique. Et aujourd'hui, grâce à cela, vous voyez le nombre de femmes présentes à l'Assemblée nationale. Mais il y a également d'autres choses qui ont été corrigées grâce à cette révision constitutionnelle Vu l'importance que vous semblez donner à ce Sénat, vous aurez pu l'introduire depuis la révision de 2019. Est-ce que cela n'est pas plus... Je veux pas me mettre dans des jugements de valeur plus importants, peut-être plus que cette discrimination positive. C'est une question qui reste posée. Pourquoi vous ne l'avez pas introduit depuis 2019 et c'est aujourd'hui que vous sentez le besoin de le faire? Je vous ai dit que nous avons étudié la question pendant longtemps. En 2019, c'était pas encore prêt à l'époque. La question n'était pas bien mûrie, la solution n'était pas mûrie. Et lorsqu'on n'est pas sûr de quelque chose, il ne faut pas lancer un ballon d'essai. Donc finalement, la loi fondamentale est devenue un feuillet que vous voulez réviser à tout va. Eh ben, non, pas du tout. La loi fondamentale, dans tous les pays, évolue. Et quand vous prenez la constitution de certains grands pays que je vais éviter de citer ici, ces constitutions ont été révisées plusieurs fois. Des dizaines de fois sans pour autant changer le fondamental. Vous connaissez l'expression « comparaison n'est toujours pas raison ». Eh bien, bien entendu, mais lorsqu'on veut rester figé, lorsqu'on veut rester dans l'immobilisme, on n'avance pas. Il faut avancer avec le temps, il faut évoluer avec son temps, il faut améliorer ce qui peut l'être. Et ceci dans l'intérêt supérieur de la nation. Le Sénat, comme je vous le disais, permettra d'assurer l'équilibre, d'assurer la stabilité. Les rôles qui lui ont été dévolus, vous avez, en tout cas, qui sont prévus pour lui être dévolus, puisque ça, ce n'est qu'une proposition que mon collègue et moi, nous avons déposée. Cette proposition peut être amendée par les députés qui ont vraiment le plein pouvoir. C'est la plénière qui décide de ce qui va se faire. Mais je pense que ce que nous avons proposé vise surtout à assurer un certain équilibre. Il est déjà arrivé dans notre pays que et gouvernement et assemblée ne s'entendent pas autour d'une loi. La Cour constitutionnelle a demandé par le passé une mise en conformité et les députés ont mis le coude là-dessus parce qu'ils ne voulaient pas de cette mise en conformité. Il a fallu, c'était à la 4e législature, il a fallu le sens de sagesse du président de l'Assemblée nationale d'alors, le président Kolawole Iji, pour essayer de trouver un juste milieu afin de sortir de cette crise. Vous-même appréciez, depuis la 4e, nous sommes à la 9e. Mais on a eu des cas. Nous avons évolué. Oui, non, on a évolué, mais il y a eu bien des cas où l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale et le gouvernement n'étaient pas en phase. Surtout lorsque le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Il faut une institution composée de personnalités dotées de neutralité, qui soit au-dessus de la mêlée pour pouvoir départager. C'est pour ça qu'une seconde lecture est possible au sein de ce Sénat que nous proposons. On va revenir en détail, bien évidemment, sur ces différents éléments. Alors, vous disiez que les conditions sont réunies aujourd'hui pour le faire. Lesquelles? Vous convoquez quelles conditions, par exemple, honorable? Eh bien, après avoir étudié le dossier dans tous les sens, nous avons pensé que nous traversons une période qui est très propice à la mise en place de cet organe. Parce que, vous savez, dès qu'on parle, vous l'avez fait d'ailleurs tout à l'heure,
Dès qu'on parle de révision constitutionnelle dans notre pays, tout le monde pense au président qui est en place et tout le monde se dit, ah bien, c'est une manière pour lui de s'éterniser au pouvoir. Ah bien, c'est une manière pour lui de créer une nouvelle république pour prendre un troisième mandat. Aujourd'hui, tout le monde sait que le président Patrice Talon est sortant. Et le processus électoral est lancé. Les candidats sont connus. Il ne peut plus rêver d'un troisième mandat. Et donc, le temps que nous passons entre maintenant et le moment où le nouveau président va s'installer, où on va commencer aussi par lui prêter des intentions, ce temps-là nous permet d'avoir la calme nécessaire pour pouvoir faire cette réforme sans que l'on ne pense que c'est pour permettre à quelqu'un de s'éterniser au pouvoir. C'est pour ça que je vous ai dit, nous avons étudié le dossier de fond en comble et nous avons pu trouver toutes les attributions et tout le rôle que cette institution peut jouer. Et le moment, le temps, le timing choisi est bon également parce qu'il n'y a pas d'interprétation possible. Il n'y a pas d'intention que l'on puisse prêter à quelqu'un qui veuille s'éterniser au pouvoir ou qui veuille un troisième mandat. Oui, d'accord. Si cet élément ou ce volet-là peut s'entendre, mais nous sommes dans un contexte où nous avons des défis sécuritaires, économiques et surtout en plein processus électoral. C'est vrai que vous avez la majorité, mais est-ce que c'est vraiment dans plein processus électoral que vous pensez que c'est le meilleur timing pour pouvoir introduire la Constitution n'a pas interdit qu'en plein processus la question, c'est quelle est l'urgence? Ben, écoutez, je viens de vous expliquer. Vous nous avez expliqué la motivation. Je vous ai expliqué il n'y a pas d'urgence en réalité. On peut le faire à la 10e, pourquoi pas? Oui, on peut le faire à la 10e, mais est-ce qu'on aura la chance d'être à un moment où le président sortant ne sera plus candidat? Regardez dans combien d'années on aura encore cette chance. Dans combien d'années allons-nous avoir cette chance d'avoir un président sortant qui n'est plus candidat et où vraiment tous les esprits seront vraiment à l'apaisement pour pouvoir faire face à une telle proposition. Ça fait juste 10 ans. Hein. 10 ans, c'est beaucoup dans la vie d'un homme. C'est juste 10 ans, donc c'est facile. Donc, si en 10 ans, le Sénat peut déjà nous aider à régler beaucoup de problèmes sur le plan développement, sécurité, politique, je pense qu'il faut maintenant y aller. Et moi, j'invite les compatriotes à faire confiance à leur Assemblée nationale parce que la Constitution, à son article 4, a confié aux parlementaires, aux représentants du peuple que nous sommes, l'exercice de la souveraineté du peuple. Le peuple exerce sa souveraineté à travers ses représentants élus. Bien. Ce que nous savons. Quand on a fini d'aborder les justifications, parlons à présent de la composition et surtout peut-être de la légitimité, de la suprématie de cette institution que vous proposez. La composition du Sénat prévoit l'intégration de droit des anciens présidents de la République, de l'Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle. Alors, cette architecture doit-elle être perçue, honorable, comme un moyen peut-être de caser les anciens et de dépolitiser les institutions de contrôle? Caser les anciens, non. Les anciens présidents de la République, de l'Assemblée nationale ou de la Cour constitutionnelle, ça existe dans tous les camps politiques, de l'opposition comme de la mouvance. D'abord d'un. Et ce n'est pas une question de caser. Nous, on veut profiter de leur expérience. Oui, on les case quand même. Non, l'objectif n'est pas... Je ne pense pas que c'est quoi? C'est de leur offrir, pardon, on va dire. Mais les anciens présidents de la République ont déjà un certain statut. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on veut leur donner quelque chose de plus. Plus de statut? Je ne pense pas. Oui, c'est vous qui avez proposé la loi, vous devez Non, je ne pense pas. C'est vrai que à l'opérationnalisation, il y a des choses, mais il ne faut pas penser au matériel. Nous, on ne pense pas du tout au matériel. On pense à ce que ces personnalités peuvent apporter à la République. Tant qu'elles sont encore là. Donc, elles sont encore là, profitons au maximum. Il ne faut pas qu'on les laisse partir avant de dire, ah, on a laissé des bibliothèques partir sans en tirer le meilleur. Et donc, voilà un peu ce que moi je pense, ce n'est pas de caser des personnes, pas du tout. Caser des personnes, on n'en a pas besoin. Qui ne veut pas profiter librement de sa retraite? Vous pensez que ces anciens présidents ne veulent pas aussi aller s'occuper d'autres choses et s'amuser, passer les derniers jours de leur vie paisiblement? Eh bien, pourtant, nous les sollicitons. Nous devons plutôt être reconnaissants envers eux s'ils acceptent, si quelqu'un accepte de venir siéger
dans ce genre d'institution. Pourquoi ce Et besoin? maintenant, vous avez parlé de dépolitisation. Oui. Comment on peut dépolitiser? Il n'y a pas de dépolitisation. Il n'y a que des encadrements que nous faisons pour que la politique politicienne ne vienne pas annihiler les efforts de développement de notre pays. Il n'y a aucune dépolitisation. Il ne sera quoi pas la politique interdit. politicienne Oui. annule-t-elle les efforts de développement? D'abord, vous avez vu vous-même, depuis 90, le nombre de partis politiques qui ont été créés dans notre pays. C'est le choix que nous avions fait à l'époque. Oui, c'était un choix qui nous a conduit dans le décor où on était à plus de 200 partis politiques. Imaginez, si chacun de ces partis politiques présentait un candidat à une élection présidentielle, comment on peut voter? Sur quel bulletin unique on peut aligner 200 et quelques personnes? On a connu l'époque, mais on a évolué également. Oui, là, c'est grâce aux réformes de 2019. D'accord, ce qui devient un acquis aujourd'hui. Oui, qui devient un acquis, mais pourtant cela avait été combattu, y compris par certains de la presse. Et aujourd'hui, tout le monde se rend compte quand même que oui, il y a cette réforme du système partisan. Et les réformes constitutionnelles de 2019 ont permis à notre pays d'avoir un visage meilleur et ont permis à notre pays d'offrir plus de sérieux lorsqu'il s'agit de la chose politique. Ce que nous voulons faire aussi sera apprécié dans le futur. Voilà. Pourquoi ce besoin d'associer les forces de défense, les chefs d'état-major des forces de défense et de sécurité? Ils sont aussi une composante. L'armée est une composante de la nation. C'est vrai, c'est des personnes qui sont déjà dotées de la neutralité politique. Mais aujourd'hui, les défis sécuritaires et de défense qui se posent à notre pays, ces défis font que il faut avoir des personnes qui ont de l'expérience, qui ont de l'expertise dans ce domaine pour pouvoir éclairer les lois qui concernent ce domaine. Oui, mais vous les embarquez dans une institution hautement politique. Oui, mais une institution politique animée par des personnes de neutralité politique. Parce que c'est des personnes qui n'ont pas de bord politique. C'est des personnes qui n'ont pas de parti politique qui doivent être membres de ces institutions. C'est bien marqué dans le projet. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de tout lire. C'est des personnes. C'est même pas longtemps qu'on le lit très bien. Et quand vous voyez ce qui se passe dans la sous-région, vous voyez qu'il y a des pays dits de démocratie où du jour au lendemain, on voit des frustrations qui provoquent des changements de régime. Hein, on a à côté de nous des régimes qui n'ont plus rien de civil et qui sont animés carrément par des militaires. Mais on ne veut pas en arriver là. Et donc, pour cela, il faut aussi écouter cette composante que constitue l'armée. Ils ont aussi des choses à nous dire. Et si, dans ce cadre, ces choses peuvent être apportées, les solutions peuvent être proposées par eux dans ce cadre, ce n'est que très bien. Je pense que le Bénin, dans quelques années, sera copié encore par les autres pays pour pouvoir aller dans le même sens. Si on reste sur les forces de défense et de sécurité, en matière de hiérarchie, n'est-ce pas un peu anachronique que de placer des personnes qui sont censées recevoir les ordres du chef de l'État à un poste où vous dites qu'ils doivent recevoir le serment du chef de l'État? Eh bien, oui, c'est la preuve que vous avez bien lu le document. Hein. Ça, c'est très bien. Je vous félicite, madame. L'entretien est sur le document. C'est vrai, c'est vrai. Donc, nous avons dit dans le document que le Sénat va recevoir avec la Cour constitutionnelle le serment du chef de l'État. Oui. Mais les discussions que nous avons continuées avec des collègues et des contributions qui viennent montrent bien clairement que ça peut être amendé et que la Cour constitutionnelle continuera à être seule de recevoir le serment, mais devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, il est fort possible que pendant l'étude, le Sénat soit sorti de la réception du serment du président de l'Assemblée nationale. Je vous félicite d'avoir bien lu. Donc, vous commencez à déjà voir les limites de certains articles proposés. Mais ce qui est sûr, dès lors que un test est envoyé à l'Assemblée nationale, nous, on a l'habitude de dire qu'une proposition de loi peut entrer en haillon à l'Assemblée nationale et en sortir avec un boubou. Et vice-versa. Il peut entrer aussi, le test peut entrer en boubou et sortir en haillon. Et donc, nous ne pouvons pas préjuger de tout ce qu'il y aura comme modification, comme amélioration et tout ça. Mais il y a de fortes chances que le Sénat, parce que ce que vous avez soulevé comme problème, a été soulevé par beaucoup de nos collègues déjà, hein, qui ont dit que ce n'est pas normal que le Sénat reçoive
la prestation de serment, qu'il fallait laisser simplement la Cour constitutionnelle le faire et que le Sénat soit présent comme l'Assemblée nationale, c'est-à-dire donc que les deux chambres soient là. Bien. Parlons maintenant des attributs de ce Sénat que vous proposez. L'article 113-1 stipule que le Sénat délibère a priori sur tout projet ou proposition de loi à caractère politique ou financier et peut solliciter une seconde lecture de toute loi votée. Caractère politique. Il y a un autre article. Bon, je peux vous lire, puisque j'ai imprimé la proposition de loi. J'ai parlé de l'article 113-1. Donc, je vous lis l'article. Parce que, alors, pour être sûr que je ne n'ai pas fait. Parce que plus loin, oui. Bon, allez-y, s'il vous plaît. C'est un peu long quand même. Hein. Mais en matière législative, le Sénat délibère a priori tout projet ou proposition de loi à caractère politique, notamment lorsque les projets ou propositions de loi intéressent la dévolution ou l'organisation du pouvoir d'État, les finances publiques et la sécurité intérieure et la défense du territoire. Je n'invente rien, c'est écrit dans votre proposition de loi. Si vous allez plus loin, vous allez voir que nous avons sorti les lois de finances. Donc, cet article est à corriger également. Oui, de toutes les façons, si vous lisez plus loin, vous verrez qu'on a sorti. Oui, plus loin, il y a les finances qui sont sorties. Mais bon, là, tout de suite, il y a les finances dedans. Bon, ça montre un peu peut-être que c'est une proposition de bien loi. Évidemment. Alors, je vais finalement poser ma question. Alors, vous avez dit également, donc, elle peut solliciter une seconde lecture de toute loi votée. Oui. Alors, lorsque l'Assemblée nationale écarte les observations du président, le Sénat est saisi en lecture définitive. Cette disposition honorable ne signifie-t-elle pas que le Sénat est finalement positionné au-dessus de l'Assemblée nationale, dont les membres sont élus par le peuple? Donc, vous voulez mettre au-dessus des élus des gens qui ont fini. Les gens qui ont fini comment? Ils ne sont plus en fonction. Ils sont anciens présidents anciens présidents d'institutions. Lorsqu'on est dans l'ancien président de la République, qu'on continue de vivre dans un pays, on a toujours une valeur importante. Oui, d'accord. C'est cette valeur que nous voulons reconnaître. Et nous sommes en Afrique. Au-dessus de ceux à qui le peuple a donné mandat. Eh bien, je vais vous dire que dans certains pays, le Sénat est élu. Dans d'autres, il y a des désignations. Dans certains, d'ailleurs, il y a le caractère mixte. Il y a des élus et des désignés. Ici, nous, on a proposé que notre Sénat soit composé de personnalités désignées, des membres de droit. Oui, de droit parce qu'ils ont eu à siéger une fois en tant que président d'institution. Voilà, et c'est le poids de leur expérience qui nous intéresse. D'accord? Oui. Et vous ne pouvez pas nous dire que quelqu'un qui a eu la légitimité de diriger ce pays, une fois qu'il devient ancien président, n'a plus droit à la parole. Non, il ne s'agit pas d'avoir droit à la parole. Il s'agit du fait que vous les placez au-dessus de ceux qui ont un mandat actif. Mandat du peuple. Mais vous savez bien que dans tous les pays, là où le Parlement est bicaméral, eh bien, il y a toujours une chambre basse et une chambre haute. Le Sénat vient à la rescousse pour atténuer les ardeurs. Et comme ce n'est d'ailleurs même pas toutes les lois qui passent devant, on a dit les lois à caractère politique, n'est-ce pas? Oui. Surtout celles qui touchent la dévolution du pouvoir. Et donc, le Sénat ne connaîtra pas de toutes les lois à caractère social et tout le reste. C'est ça que j'essayais de vous faire comprendre. Oui, mais ce Sénat, une fois installé, doit pouvoir jouer son rôle de chambre haute. Il ne faut pas qu'on se fasse, on ne va pas se leurrer. Vous êtes à même dit quel statut en dernier ressort. Oui, bien sûr. Honorable. Finalement, à quoi nous va nous servir l'Assemblée nationale? En réalité, l'Assemblée nationale est là pour voter les lois. Et lorsque, si vous lisez bien, si vous-même vous avez bien compris ce que vous venez de lire. Renvoyez-moi l'article. Non, s'il vous plaît, oui. Écoutez-moi. Si vous avez bien compris ce que vous avez lu, c'est quand le président de la République et l'Assemblée nationale ne s'entendent pas sur une disposition. Parce que le président de la République peut demander une seconde lecture. Oui. Le Sénat aussi peut demander une seconde lecture, indépendamment du président de la République. Mais si le président de la République demande une seconde lecture, et il y a des observations dont ne veut pas tenir compte l'Assemblée nationale, la seconde lecture,
la dernière lecture peut être confiée au Sénat. Pour compter sur le Sénat comme étant une institution composée de personnes neutres pour juger si c'est le président de la République qui a raison ou si c'est l'Assemblée nationale qui a raison. Pour éviter les situations de blocage qu'on a connues par le passé. Il n'y a rien de... Vous vous référez toujours à la situation de la 4e mandature, là, je suppose. Pas seulement ça, il y a eu d'autres. N'oubliez pas, pendant les 2 mandats du président Boni Yahi, il y a eu énormément de problèmes. Oui, entre on a géré par... et, bien sûr. et choses. C'est pour essayer de trouver donc cette solution qui consiste à éviter que le pays soit en perpétuel dans le blocage. Parce que personne ne sait dans l'avenir comment les générations futures vont être. Vous savez aujourd'hui que notre vie est révolutionnée par l'intelligence artificielle, par tout le reste, les réseaux sociaux. Et ceci peut amener à un changement de mentalité radical. Si nous ne prévoyons pas aujourd'hui les garanties nécessaires pour la stabilité demain, eh bien nous risquons de disparaître comme nation de la Terre. D'accord. Puisque c'est peut-être moi qui n'ai pas encore bien compris, vous allez m'aider à aider les téléspectateurs à bien comprendre cette partie. Quand vous dites qu'il peut alors même que le président de la République n'a pas usé de ce pouvoir, solliciter une seconde lecture de toute loi votée à l'Assemblée nationale. Lorsque, à sa demande de seconde lecture, une loi Assemblée nationale écarte les observations du président de la République, le Sénat est saisi en lecture définitive. On est censé comprendre quoi? Je rappelle que c'est la proposition. Oui, elle sera amendée à l'Assemblée nationale. C'est la proposition et c'est ce que je viens de vous expliquer. Si une loi est votée à l'Assemblée nationale, d'habitude, c'est le président de la République qui demande une seconde lecture. Oui. C'est-à-dire, le président estime que telle disposition peut être changée et demande à l'Assemblée de bien vouloir relire le texte et voir si cette disposition peut être changée. Si l'Assemblée rejette, elle rejette. Elle rejette. Et il n'y a pas de recours, il n'y a plus de recours en tant que tel aujourd'hui. D'accord? On soumet la loi. Si le président n'est pas d'accord, il peut ne pas soumettre la loi à la Cour constitutionnelle. Bien sûr. Dans notre disposition, dans les dispositions de notre Constitution, le président de l'Assemblée nationale, après un certain délai, peut envoyer le texte à la Cour constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité, pour que la Cour déclare exécutoire la loi. Vous ne voyez pas que tout ça là, ça fait beaucoup de contradictions dans notre système. Le président de la République n'est pas d'accord avec une loi, l'Assemblée nationale contourne le président et fait voter par la Cour, et fait promulguer par la Cour constitutionnelle. Tout ça peut amener à des crises gravissimes dans le pays. Et vous donnez mandat au Sénat de décider en dernier ressort? Nous donnons mandat au Sénat, même déjà, de demander même seconde lecture. Et au cas où ce n'est pas le Sénat qui demande, et que c'est le président de la République qui demande, et l'Assemblée nationale ne suit pas, eh bien, le président de la République peut demander au Sénat une lecture en dernier ressort. Et si le Sénat est d'accord, la décision du Sénat supplante celle de l'Assemblée nationale. Oui, attendez, qu'on se comprenne. Vous n'avez pas dit si le président demande, hein, vous avez dit lorsqu'à sa demande. Je lis le texte, lorsqu'à sa demande de seconde lecture d'une loi. L'Assemblée nationale écarte les observations du président. Ça veut dire que l'Assemblée a demandé une seconde, enfin, le président de la République a demandé une seconde lecture à l'Assemblée nationale. Et que l'Assemblée a mis ça de côté. Exactement. Ça veut dire que le Sénat s'auto-saisit. Non, pas s'auto-saisit. Parce qu'il n'est pas mentionné que le président doit s'adresser au Sénat. Eh bien, ça s'entend. Ah non, ça s'entend. Cela ne s'entend pas, honorable. Relisez la partie. Lorsque à sa demande, bon, c'est pas un contradictoire, mais je vais vous faire observer. Lorsque à sa demande de seconde lecture d'une loi, l'Assemblée nationale écarte les observations du président de la République, le Sénat est saisi en lecture définitive. Est saisi. D'accord. Donc, le président de la République peut saisir le Sénat en lecture définitive. D'accord. Voilà. Bien. Passons à la seconde partie. L'article 113-2 stipule que le Sénat se prononce sur les comportements des dirigeants politiques et prend des sanctions. Quel genre d'avis est-il attendu concrètement du Sénat sur ces comportements? Eh bien, vous savez, aujourd'hui, on a des tribunaux qui peuvent, des tribunaux de droit commun qui peuvent juger tout le monde. Et en plus, c'est qu'il y a certains dirigeants politiques qui jouissent de l'immunité parlementaire et pendant l'exercice de leurs fonctions sont difficiles à poursuivre. Aujourd'hui, le Sénat aura la possibilité de retirer même des droits politiques à des dirigeants si ces dirigeants
ont des comportements qui vont à l'encontre de l'intérêt général. Retirer des droits politiques. On peut C'est bien cela. Oui, bien sûr. Si vous lisez, vous allez voir que le texte, c'est-à-dire l'esprit du texte, c'est que le Sénat devient en quelque sorte l'organe qui garantit. Imaginez, nous avons souvent eu des abus dans ce pays où des dirigeants politiques se lèvent et parlent contre le pays. On a connu des situations avec les pays de la sous-région où c'est des Béninois qui se sont levés pour dire que oui, le Bénin abrite des camps militaires, où le Bénin abrite, où le Bénin a des accords avec des forces des djihadistes. Et vous savez que ça, ces genres de déclarations sont suffisamment graves, mais ne peuvent pas être jugées par les tribunaux ordinaires. Le Sénat peut se saisir de ce genre de choses et ramener à l'ordre ces genres de comportements. Et les dépouiller de leurs droits politiques. C'est cela. On peut aller jusqu'à ce niveau-là. Oui, quelle est l'étendue? On veut essayer de comprendre l'étendue que vous donnez à ce pouvoir-là. Oui, pour l'instant, il faut attendre que la Constitution, la loi soit votée, hein, et que la loi organique sur le Sénat soit connue, son règlement intérieur soit connu pour pouvoir aller dans tous les détails que vous soulevez. Il n'appartient pas aux législateurs que nous sommes qui avons proposé donc cette réforme de définir tous les détails. Une fois que c'est fait, tous les acteurs... parfois, le diable est dans les détails, autant les définir oui, pour mais qu'on soit les sûr détails ne se retrouvent jamais dans ce genre de proposition. Donc, je ne peux pas rester ici et faire des affirmations qui, demain, vont être discutées, peut-être modifiées, et on va se rencontrer et vous allez me dire, pourtant, honorable, c'était parce que vous m'aviez dit. Bien sûr, oui. D'accord? Donc, il y a certains détails que je ne peux pas me permettre d'avancer ici tant que ce n'est pas dans le texte. Ce qui est sûr à l'amendement de la loi, ce qui est sûr, les comportements que les tribunaux de droit commun ne peuvent pas juger peuvent être désormais soumis au Sénat qui va situer les uns et les autres. D'accord? Le Sénat ne sera pas un gendarme qui va emprisonner des personnes, mais le Sénat est là pour veiller à la stabilité, à la paix, qui permettent de conduire au développement. Et donc, le Sénat pourra rappeler à l'ordre des acteurs politiques s'ils font des abus comme ce qu'on a connu par le passé. D'ailleurs, dans un passé très récent où les gens, pour des questions d'ordre partisan, préfèrent prendre position contre leur propre pays. D'accord, vous voulez régler cela. Voilà. Mais qu'arrivera-t-il si les comportements-là viennent des membres même du Sénat? Est-ce que le Sénat est compétent pour statuer ou se prononcer sur les comportements d'un de ses membres jusqu'à lui appliquer cela? Le règlement intérieur de la Sénat va prévoir tout cela. Ce qui est sûr, ce qui est là, ça concerne tous les acteurs. Ça concerne tous les Béninois. Le Sénat peut se prononcer sur le comportement de tous ces acteurs. Et donc, je pense que un membre de la Sénat qui est concerné ne siégera même pas. Sûrement que, généralement, dans ces cas, on prévoit que le membre ne participe pas au débat. On sort le membre avant de juger de son cas. Parce qu'il ne faut pas être jugé parti. D'accord. Voilà. Bien. Parce que ça peut arriver, ce que vous dites. Oui. Hein, qu'un ancien président d'institution prenne position contre son pays à l'international, veuille jeter de l'huile sur le feu. Ça peut arriver. Et donc, c'est sûr que dans la loi organique et les règlements intérieurs et tout ce qui va suivre, toutes ces choses-là seront prévues. On comprend que c'est un pouvoir, vous-même vous l'avez dit, je pense, chez d'autres confrères de censeurs, que vous voulez donner à ce Sénat, censeur donc et habite dévolu au Sénat. Alors, le rôle de la structure de médiateur, on pose souvent la question de la République, nous est-il toujours utile avec cette proposition d'un Sénat? Oui, mais bien sûr, le médiateur a un rôle différent. Le médiateur de la République est dans le domaine administratif. Vous êtes fonctionnaire ou bien vous êtes un citoyen, vous estimez que l'administration vous a brimé dans vos droits, vous allez vers le médiateur de la République. Ce n'est pas le Sénat qui peut connaître de ce genre de dossiers. Le Sénat, lui, il est là pour les dossiers politiques dont nous venons de parler. D'accord. Et on rappelle que vous l'avez placé au-dessus de, plus ou moins, de l'Assemblée nationale. Nous, on veut une chambre haute pour l'Assemblée nationale. Bien. Et il le faut parce que tout le monde sait bien qu'une Assemblée nationale avec 109 personnes,
c'est normal que quelquefois on puisse se tromper parce que plus le nombre est élevé et moins la concentration peut être là. Et la minorité peut avoir raison sans que la majorité ne sache. Et vous ne Et le craignez, Sénat est là pour rappeler à la majorité qu'en réalité, cette minorité avait raison. et vous ne craignez pas qu'on en vienne à se poser des questions sur la légitimité. Bon, j'ai posé une question semblable tout à l'heure, mais là, je me fais un peu plus précise. La légitimité de ces gens que vous mettez dans le Sénat. Pas du tout. Si la Constitution le prévoit, c'est qu'elle Ils sont est de... d'office, cette légitimité est constitutionnelle. Si elle D'accord. est constitutionnalisée, il n'y a pas de légitimité au-dessus de ça. La légitimité ne s'acquiert pas seulement dans les urnes. Et ici encore, c'est que beaucoup de ces personnes-là ont eu la légitimité au niveau national. Hein, en tant qu'ancien président de la République, c'est la plus grande légitimité populaire qu'il y a. Et donc, ces personnes sont appelées pour assiéger dans ces choses. Et on ne peut pas avoir des personnes de cette carrure dans une institution et douter de sa neutralité. D'accord. Et quels sont les critères pour désigner le président du Sénat? Ou bien il faut attendre le règlement intérieur toujours? Attendez que nous allions au vote de la loi. On n'a pas voulu nous aventurer dans ceci parce qu'il faut un règlement intérieur pour détailler de comment le bureau du Sénat sera installé et quels sont les critères pour pouvoir être membre. Et c'est vrai, même déjà dans l'étude, on peut déjà commencer par évoquer certains nombres de choses. Oui, parce que ça fait du monde hein, quand même. Président de la République, on n'en a pas beaucoup, on connaît. De la Cour ancien président de la Cour constitutionnelle, ancien président de... Actuellement, j'ai un décompte au total 17. Vous pensez que c'est peu? 17 par rapport à 109 à l'Assemblée nationale, c'est pas beaucoup. Et je me dis, là, dans le texte, nous avons prévu qu'il y ait des personnes désignées, des personnalités désignées par le président de la République, qui ne puissent pas dépasser un cinquième des membres de droit, et des personnalités désignées par le président de l'Assemblée nationale qui ne puissent pas dépasser aussi un cinquième des membres de droit. Donc, nous, on voit hein, que avec une vingtaine de personnes maximum, hein, moins de 30 personnes, on peut avoir un Sénat digne du nom. Voilà. D'accord. On attend donc que ce règlement intérieur il faut que la loi déjà soit votée et qu'après les tests subséquents soient pris pour que vous soyez fixés sur ce qui sera la nomenclature définitive. Ça, c'est ce qui est... Je sais que vous êtes impatient, mais bon. Oui, parce que c'est une nouveauté que vous avez introduite. Donc, sensibiliser tout le monde pour que ça puisse aller vite. Oui. Et cette nouveauté peut faire peur peut-être à quelques personnes, tout comme les réformes que nous avons eu à faire ces dernières années, mais qui ont montré après toute leur magnificence. Cette nouveauté aussi sera appréciée également. D'accord. Ça, c'est ce qui est pour le Sénat. Parce que vous avez été ingénieux et vous avez proposé une trêve politique pour permettre la mise en œuvre des solutions consensuelles. Alors, honorable, n'est-ce pas fondamentalement une manière de mettre définiquement fin bon, j'ai du mal à poser la question, mais je vais essayer de la reformuler. Mais bon, pas d'état d'âme, allez-y. Définitivement fait à la chamaille politique avec cette proposition que vous faites. C'est-à-dire limitant même drastiquement, si on peut le dire, l'espace d'expression des partis politiques. Vous avez utilisé un mot qui a beaucoup retenu mon attention, la chamaille politique. Oui. Est-ce que dans un pays, on a besoin de chamaille politique? Est-ce que c'est le Bénin qui va inventer? Est-ce que l'animation de la vie politique se résume à la chamaille, à l'agitation? Vous pensez qu'en France, ils ne font pas des actions de développement? Pourtant, ils se chamaillent tout le temps. Est-ce que vous rêvez que le Bénin copie le modèle de la France tel qu'il est aujourd'hui? C'est vous qui nous avez envoyé dans les comparaisons. Bon, en bougeant cette trompette, honorable. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Vous avez posé une question fondamentale. Vous avez parlé de la trêve politique. Oui. Entre deux élections présidentielles. On a constaté que lorsqu'on élit un président de la République dans notre pays, les perdants ou le perdant est tellement frustré qu'il entame en même temps une campagne pour gagner les élections à venir, présidentielles à venir. Ça dure 5 ans. Et les partis qui se retrouvent dans l'opposition dans ce cas, dès le premier jour d'investiture du président, même avant, se mettent déjà dans une posture de compétition permanente avec le président de la République.
cet état de choses n'arrange pas le pays. Parce que on est tout le temps en train de perdre du temps au lieu de nous consacrer aux tâches de développement. Aussi bien ces partis politiques qui sont dans ce que vous appelez la chamaille, que le président de la République qui va s'évertuer à leur répondre, qui va s'évertuer et au détriment des tâches de développement, au détriment des solutions consensuelles qui permettent d'aller vers le développement du pays. Et donc nous avons, en disant, parlant de trêve, c'est que on dit, c'est comme une manière de définir à partir de quand la pré-campagne peut s'ouvrir désormais, puisque la réforme constitutionnelle pas la de pré-campagne, vous 2019. définissez à partir de quand le moment on va commencer à challenger le président en fonction. Oui, mais c'est ça la pré-campagne. Bon. Est-ce que depuis que les élections ont eu lieu aux États-Unis, vous avez vu encore Kamala Harris dans une posture de challenger par rapport à Donald Trump qui a gagné les élections? Il y a déjà la maturité dans ces pays. Mais vous allez voir, à un an des élections, eh bien, si c'est Kamala Harris qui va encore compétir pour les partis démocrates, ou bien si c'est un autre, vous allez les voir dans cette posture. Donc, vous voulez Mais forcer avant, vous à ne cette verrez maturité. pas ça. Nous, on veut arriver à un moment, à un niveau, en créant l'année électorale, c'était pour éviter que le Bénin soit en perpétuelle activité politique électorale. Justement. Parce qu'avant, on était tous les 1 an et demi, on avait une élection en moyenne. Donc, ça, nous avons regroupé toutes les élections dans une même année pour pouvoir nous occuper des tâches de développement et développer le pays. Et ça vous est insuffisant aujourd'hui. Et non, ce n'est pas insuffisant. Il ne faut pas que cette création d'année électorale soit substituée par la chamaille, ce que vous appelez la chamaille, pendant les 5 années que dure le mandat du président. C'est pour ça que nous estimons que 1 an avant l'année électorale, oui, la compétition peut s'ouvrir. Mais cela n'empêche pas que les partis soient en train d'animer la vie politique. Les partis animeront, puisqu'il y a des partis qui sont présents à l'Assemblée nationale, les partis sont dans les conseils communaux, dans nos pays, pour la gouvernance locale. Oui. Et ces partis continueront d'animer. Vous voulez qu'on parle tous de la même voix, finalement. En tout cas, tous les acteurs seraient là. Il n'est pas dit qu'à l'Assemblée nationale, les partis d'opposition ne viendront pas critiquer les en dehors. Ce que le gouvernement apporte comme projet. L'hémicycle est un conglomérat. Enfin, il n'est pas dit qu'en parle de tout à l'hémicycle, mais justement. Il n'est même pas dit qu'en dehors, on ne peut pas critiquer l'action, mais les critiques doivent viser à aller dans le sens de trouver des solutions qui vont vers le développement. Donc, c'est vous qui le décidez. C'est cela. En fait, c'est là le fond de la question. En tant que législateur, en tant que représentant, que vous avez bien voulu faire de nous. Oui, mais... Le jour où vous ne voulez plus que nous décidions, alors vous ne faites plus de nous vos représentants. L'article 4 de la Constitution, je vous le rappelle, a bien dit que le peuple exerce sa souveraineté à travers ses représentants bien sûr, oui. Que nous sommes. Oui. Mais si vous nous demandez d'exercer la souveraineté que nous ne pouvons pas, que nous n'exerçons pas, si nous n'exerçons plus, est-ce que vous allez continuer à nous faire confiance? Nous estimons que le peuple ne se réunit jamais quelque part dans une salle pour décider de quelque chose. C'est l'Assemblée nationale qui décide. Ce que nous avons proposé peut être rejeté. On avait déjà proposé des choses qui ont été rejetées. Hein, vous connaissez bien le sort qui a été réservé à la dernière tentative de révision de la Constitution. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que d'office, je suis... Mais vous êtes convaincu au moins qu'on en a vraiment besoin de ça. On a besoin de cela, ça. là. On a besoin de ça. Un jour ou l'autre, on viendra à ça. Même si aujourd'hui, ça ne passe pas, ça mais passera. quand on a déjà défini une vision, puisque on a bien fait les choses, oui. on reconnaît souvent cela au chef de l'État actuel qui a de la méthode et de la structure dans ce qu'il fait. On a déjà défini une vision. Oui. Et c'est connu. Vous avez des programmes qui seront également. Il y a même la vision à l'AFIA 2060. C'est de cela que je parle. Quand la vision, elle est connue, les objectifs sont connus, oui. Est-ce qu'on a besoin maintenant réellement d'une trêve pour pouvoir... Il faut donner les moyens aux dirigeants de pouvoir travailler pour atteindre les objectifs qui sont dans cette vision. Sinon, vous avez beau avoir une vision pour le pays, vous avez beau définir des objectifs nobles, mais si vous restez tout le temps dans la chamaille politique, vous allez vous réveiller un jour en vous rendant compte que vous avez fait du byzantinisme tout le temps et que cela vous a empêché d'arriver à atteindre les objectifs de développement qui ont été définis aussi clairement. Bon.
excusez la question qui vient, mais finalement, quand l'ancien président de la République, Boni Yahya, se référait à sa déclaration dernière, dit qu'il a l'impression peut-être que le chef de l'État voudrait que tout le monde soit de la mouvance, n'est-ce pas? En ayant entendu peut-être parler de votre trêve politique là, qu'il a finalement fait cette déclaration. Non, je ne vous Non, renvoie pas sur la déclaration en l'état, mais est-ce que non, c'est pour savoir si non. finalement il n'a pas raison peut-être Non, non, de le dire. je ne pense pas. Hmm. Le président Boni Yahya parlait dans des conditions que vous connaissez, où son parti n'a pas pu réunir les conditions pour participer à l'élection présidentielle. Hmm. Et il ne faut pas prendre comme parole d'évangile tout ce qui a été dit dans ces conditions. Hmm. Vous comprenez? Euh, dans aucun pays démocratique, on ne demande à tout le monde de parler d'une seule et même voix. Et la Constitution n'a pas changé le multipartisme. Hein, la Constitution garde le multipartisme et il y aura les partis d'opposition, la charte des partis le dit, qui vont continuer à se déclarer de l'opposition. Il y a les partis qui soutiennent le pouvoir, qui seront des partis de la majorité, et cela va continuer comme ça. À aucun moment, nous n'avons touché à cette disposition. Et donc, le socle est là. Et c'est vrai, les déclarations de l'ancien président, moi, je mets ça sur le coup de l'émotion. Et j'estime que, étant donné que lui-même est un futur membre de ce Sénat qui sera créé, il saura nous aider, parce que c'est une grande personnalité de ce pays, à apaiser le pays, à éviter la chamaille politique et à aider le pays, puisqu'il a fait pendant 10 ans à aller vers le développement. De toute façon, le président Talon aussi va rejoindre ce Sénat bientôt, n'est-ce pas? Ils se retrouveront là-bas entre amis pour régler leurs problèmes. Parce que le Bénin ne peut pas s'arrêter à cause de deux personnes, de deux de ses valeureux fils, que sont le président Talon et le président Et Yagi. que répondu à justement à ceux-là qui estiment que vous avez taillé sur mesure pour l'ancien président de la République, Boni Yahya? Taillé sur mesure quoi? Bon, pour le, comme je l'ai dit, pour une sorte de musellement. Oh non, écoutez, s'il vous plaît, il ne faut pas Non, moi, je personnaliser vous le pose la débat. question. Non, il faut Puisqu'on laisser. l'entend, il faudrait bien Je leur vais vous répondre. dire que ça, c'est une personnalisation du débat. Et cette personnalisation du débat, je peux dire que c'est de la mauvaise foi. Ce qui est prévu là n'est contre personne. On ne peut pas dire que c'est contre le parti de quelqu'un ou contre le parti d'un autre. Et puis, il n'est pas dit que c'est toujours les mêmes qui seront au pouvoir dans ce pays. Si on fait bien les choses, tous ceux qui passeront au pouvoir verront et l'histoire témoignera que, à un moment donné, des personnalités ou des législateurs ont eu le courage de mettre en place des dispositifs qui ont stabilisé notre nation commune. Nous n'avons qu'une seule nation. Et il faut vraiment y veiller. Et les personnes qui sont consacrées à cette tâche-là, il faut leur faire quand même un minimum de confiance. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, cette proposition soit faite pour aller contre quelqu'un. Elle est faite pour stabiliser. Et je vous ai dit, le timing que nous avons choisi, on a vu qu'un président est sortant et ne peut plus revenir. Parce que c'est bien dit dans notre constitution de 2019, dans la loi de 2019, que nul de sa vie ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels. Le président Talon a fait 2 mandats, il ne peut plus revenir de sa vie. Le président Yahya a fait 2 mandats, il ne peut plus revenir de sa vie. Le président Sogloun, il est là avec nous encore, il sera dans ce Sénat. Il n'a pas fait 2 mandats, mais il ne peut pas revenir parce qu'il est forclos à cause de l'âge. Pour qui on travaille alors? On travaille pour le pays. On ne travaille pas pour un individu ou pour un autre, ni contre un individu ou contre un autre. Bien. Est-ce que les anciens présidents d'institutions ont l'attitude de refuser de siéger? Avez-vous prévu ce scénario? Eh bien, je ne pense pas que un fils de ce pays refuse de travailler pour le service. Surtout ceux dont vous parlez là. Ce sont des personnes pétries de patriotisme et qui ne vont jamais... Vous ne l'avez pas rendu obligatoire. Eh bien, de toute façon, ils sont des membres de droit. Oui. Je peux être élu député et refuser de siéger aussi. Je peux être élu... Mais ça créera, ça va créer un précédent. Eh bien, c'est pour ça que je vous dis, moi, que
Tant que cela ne se produit pas, je n'ose pas y croire. Vous voulez être Thomas alors? Non, 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 Vous attendez de voir d'abord. Totalement. Donc, c'est attendre de voir et Mais décider après. vous prévoyez des choses graves. Hein? Non, on pose des... vous avez fait une proposition. Puisque ça sera amendé ou examiné à l'Assemblée nationale. Oui. Autant poser des questions maintenant pour pouvoir vous permettre de perfectionner votre test de loi. J'espère que les réponses que j'essaye d'apporter aussi vous permettent quand même de comprendre aussi un peu. Bien. Alors, vous avez inscrit cette révision dans la continuité des réformes politiques engagées depuis 2019. Cependant, l'ampleur des modifications que vous proposez ne force-t-elle pas à reconnaître peut-être que nous entrons plus ou moins dans une nouvelle phase constitutionnelle si cela n'entraîne une nouvelle république? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non. Il y a des conditions pour parler de nouvelle république. Et de toute façon, quand vous parlez de nouvelle république dans ce pays... Non, pas forcément pour remettre compter à zéro ou etc. C'est pas l'objectif. Aux anciens présidents de république. C'est pas l'objectif de la question. C'est pas l'objectif de la question. L'ampleur quand même des modifications. Non, il n'y a pas une grande ampleur dans ce projet. C'est une institution qui a été créée. En temps, la Sénat a été créée. La Commission électorale nationale autonome a été créée, insérée dans la Constitution. La Cour des comptes a été créée dans la Constitution de 2019. Ça n'a pas changé de République. Donc, ce n'est pas la création du Sénat qui va changer la République, qui va changer de République. Et en plus, le changement de République fait peur à cause de l'affaire du troisième mandat ou de s'éterniser au pouvoir. Et aujourd'hui, c'est derrière nous. Ça n'existe pas. Il n'y a même pas cet écueil. Et d'ailleurs, ça n'a jamais existé. Le président en exercice, le président Patrick Talon a toujours dit, a été ferme. Et revenir sur ce genre de questions, c'est se moquer de nous, les Béninois. Et qui ne veut pas qu'on continue de se moquer. Il a dit à des journalistes étrangers. Bien sûr. Et je le redis à une journaliste nationale aujourd'hui. Bon, cela, donc, vous nous rassurez que cela ne change pas le préambule de la Constitution. D'abord, on n'a même pas touché au préambule de la Constitution. Et c'est la création du Sénat qui est prévue dans un grand titre qui est là. Il y a eu quelques retouches pour améliorer. Autant améliorer, il vaut mieux améliorer que de dire que nous allons nous asseoir sur des dispositions qui ne sont pas bonnes et les garder jusqu'au moment où cela va amener des troubles, jusqu'au moment où cela va amener à des blocages. Vous avez vu la création du poste de vice-président. Mine de rien, vous ne voyez pas que c'est quelque chose qui sécurise notre démocratie. Parce que le jour où un président en exercice ne pourra plus exercer ses fonctions, en cas de décès et tout, si on n'a pas un vice-président, vous imaginez ce que cela peut engendrer, puisque la même constitution prévoit d'organiser l'élection en 45 jours. Quelle élection on peut organiser en 45 jours dans notre pays? Donc, on va arriver à un système de blocage où quelqu'un peut penser que le pouvoir est à terre et qu'il faut prendre les armes pour aller ramasser ce pouvoir. Donc, nous, tout ce que nous faisons là, c'est pour améliorer. Et ce qui est sûr, vous allez voir, des pays qui ont même le Sénat vont venir encore vers nous pour aller améliorer le Sénat chez eux. Bon, nous avons souvent fait école. D'accord. Et ça va continuer de l'être. Vous avez déclaré vouloir simplement achever les grandes réformes que cette législature a démarré, donc avant la fin de la 9e législature. Cela signifie-t-il que cette révision sera peut-être la dernière que les institutions auraient atteint surtout leur point d'équilibre pour plusieurs décennies? Eh bien, ce qui est sûr, ceci constitue une des réformes fondamentales que nous n'avions pas encore fait, que nous allons faire. Mais il n'est pas interdit à un législateur, à la 10e législature, à la 11e, la 12e, et les autres législatures à venir, en utilisant, en éprouvant la Constitution telle qu'elle est, cela n'empêche pas que ces législatures fassent encore des propositions de modification dans l'avenir. C'est l'immobilisme qu'il faut combattre. C'est l'immobilisme, le fait de ne pas vouloir. Vous voyez qu'il y a des erreurs fondamentales et vous dites, nous ne touchons pas à ça parce que c'est un fétiche. La Constitution, dans aucun pays, n'est un fétiche. Celle de la France a été révisée des dizaines de fois. Là, aux États-Unis, c'est régulier. Il y a des amendements qui ont été apportés. Il y a même des décisions de justice qui sont constitutionnalisées. C'est seulement chez nous qu'on pense que toucher la Constitution, c'est s'éterniser au pouvoir,
touché à la... Ça a été, tous les présidents ont été victimes de ça, hein. De Kérékou Bien sûr. jusqu'à Talon. Hein. Il y a eu aussi, chaque fois qu'il a parlé de révision, tout le monde a prêté l'intention de vouloir un troisième mandat. Mais aujourd'hui, le président en exercice a bien montré qu'on peut réviser une constitution et verrouiller davantage les deux mandats. Bien sûr. Et la proposition que nous avons eu à faire montre bien que le verrouillage, on n'a pas du tout pensé à toucher au verrouillage. Donc, ça veut dire que le verrouillage reste intégral encore. D'accord. Alors, pourrait-on s'attendre à un examen déjà lundi à la reprise de la plénière, honorable? De toute façon, le dossier a été affecté à la commission des lois qui va commencer par travailler. Dès que la commission des lois finit de travailler, oui, on peut soumettre à la plénière. Donc, ce lundi, demain, non, parce que la commission ne s'est pas encore mise au travail. La commission n'a reçu le document que le vendredi. Et la commission peut commencer à travailler demain. Et si la commission va vite, parce que vous avez vu, c'est quelques articles, le test n'est pas du tout long. Si la commission finissait vite son travail, oui, une plénière peut être convoquée. C'est le bureau qui en est, le président de l'Assemblée peut appeler le dossier dans une plénière pour que la plénière connaisse de ce dossier rapidement. Avez-vous déjà la majorité qualifiée pour la passer, cette loi-là? Mais vous savez, vous connaissez déjà les majorités qu'il faut. Il faut 3 quarts pour la prise en compte. Oui. Ce qui fait au minimum, je crois, 82 députés. Et il faut 4/5 pour ne pas aller au référendum. Si on ne veut pas aller au référendum. Je ne pense pas qu'une question comme ça ait besoin d'aller au référendum, dépenser des milliards de francs pour aller organiser encore un référendum, organiser la chamaille. C'est votre avis. C'est votre avis, je le prends. C'est votre avis, à vous, je le prends. Je vous ai prêté juste le mot chamaille, hein, c'est pas moi qui l'ai sorti. Non, votre avis du fait que vous ne pensez pas qu'on ait besoin d'un référendum pour passer cela. Non, on n'a pas besoin parce que c'est quelque chose qui devrait être consensuel. On ne peut pas vouloir créer une institution qui va regrouper tous les anciens présidents de la République, tous les anciens présidents de l'Assemblée nationale, tous les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, qui sont des personnalités qu'on retrouve dans un camp comme dans l'autre, aussi bien dans la majorité que dans l'opposition, et qui vont pouvoir s'asseoir, parler ensemble, peut-être même prendre le café ensemble et dire, vous voyez nos petits là, nos jeunes là, il faut qu'on les ramène à l'ordre. Il faut un peu de désordre, il faut qu'on les ramène à l'ordre. C'est une institution pour amener l'apaisement, la stabilité, qui permettent d'aller, la paix, qui permettent d'aller au développement. Et donc, s'il faut 88 députés pour que le projet aboutisse, vous savez bien que la majorité présidentielle aujourd'hui a 81 députés. Oui, il y a aujourd'hui 6 non inscrits. Bon, on ne sait pas vers où ils balancent. À supposer que c'est vers vous qu'ils balancent. Même les 6 plus 81, on est toujours à 87. Ça ne fait pas encore le nombre. Mais moi, j'ose croire que parmi les autres députés qui ne sont pas parmi les 81, beaucoup vont croire à la pertinence de ce projet et vont laisser la politisation pour pouvoir suivre que nous créions ce Sénat où on va retrouver le président Talon, le président Yahi, le président Soglo, le président Robert Dessous, le président Olo Théodore et bien d'autres. On a besoin d'une institution comme ça dans le pays. Avez-vous commencé à négocier alors pour qu'ils croient en votre projet? Puisque là-bas, c'est les négociations. Bien sûr. Nous avons commencé et nous continuerons la négociation pour que, de manière consensuelle, nous puissions arriver à cette réforme. D'accord. Allez. Vous avez mis la limite d'âge à 90 ans. Enfin, ceux qui auraient atteint cet âge-là, de façon... Vous avez parlé de dérogation, je pense. Jusqu'à de manière transitoire jusqu'à 95 ans. Alors, qu'on reste même sur le 90 maximum, ça fait un mandat, je ne vais pas en dire ad vitam, mais c'est long. C'est long. Oui, faites une proposition, il n'y a pas de problème. Vous êtes citoyenne béninoise. Je suis député, si vous me faites une proposition, je porterai ça. Dites-nous déjà pourquoi vous avez mis à 90. Oui, parce que nous avons estimé que nous voulons profiter au maximum de l'expérience de nos présidents. Regardez le président Soglo, il a plus de 90 ans. Oui. Il a toute sa lucidité encore. Oui. On suppose que c'est à cause de lui que vous avez mis à 95. On suppose, on ne doit pas supposer que vous êtes là. Est-ce que c'est à cause de lui que vous avez mis à 95? Nous avons quand même pensé qu'il faut que le président Soglo soit membre de ce Sénat, vu le poids de son expérience, et vu sa sagesse, et vu encore la lucidité dont il jouit.
aujourd'hui. Mhm. Et donc, nous allons prier pour que Dieu donne longue vie à nos sénateurs et qu'ils restent lucides pour pouvoir faire le travail qui sera le leur. Maintenant, je prends note que vous trouvez que il ne faut pas trop user peut-être nos anciens et qu'à un moment donné, il faut leur permettre d'aller aussi se reposer et jouir de leurs derniers jours. On a vu le pape Benoît qui, pour la première fois dans l'histoire de l'Église catholique, a déposé les charges, a déposé sa démission pour laisser un autre pape de son vivant diriger l'Église catholique. Nous prenons acte de ça et dans les discussions, nous verrons si les 90 ans, ce n'est pas trop faire souffrir nos anciens, nos aînés. Parce que vous savez, nous sommes en Afrique où on a le respect pour le droit d'aînesse. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons pensé à la création de cette institution qui va regrouper les aînés. Mais dans le même temps, nous ne devons pas les user. Et si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, il faut réfléchir à limiter au moins, parce que vous ne l'avez pas limité dans le temps. Vous avez dit 90 ans ou plus. Oui. Donc, je suppose que quelqu'un entre à l'âge de 55 ans. Oui, il peut rester jusqu'à l'âge de 90 ans. Eh bien, donc, je vois que vous trouvez qu'il faut y réfléchir encore. Et nous avons le temps d'y réfléchir. Aussi bien pendant les travaux en commission que pendant la plénière. Et je pense que les collègues apportent beaucoup d'amendements. Les débats révèlent beaucoup de choses. Je suis sûr que des gens peuvent penser comme vous et on verra ce que la plénière retient finalement. Mais il faut quand même que les aînés continuent d'être au service du pays. Même quand ils vont quitter, ils seront partis du Sénat là et ils seront toujours au service du pays. C'est justement là que je vais vous interroger sur la méthode pour une proposition qui a d'intérêt pour vous et avec les contenus que vous avez introduits. Pourquoi c'est à l'Assemblée nationale qu'on les découvre, honorable? Eh bien, c'est le lieu indiqué par la loi pour que le débat politique autour des lois. Là, c'est que vous l'introduisez déjà. Donc, vous suscitez le débat pour examen et vote. Voilà, et en amont? En amont, qu'est-ce que vous voulez que je vienne vous dire? Si vous n'aviez pas cette proposition de loi, vous faites des consultations avant de oui. Sur quelle base est-ce que vous allez me questionner? Si je viens vous voir, vous dire, Madame Toboula, et nous voulons créer un Sénat. Comment vous voulez me poser des questions? Il faut que vous ayez de la matière. Avec notre proposition, vous avez de la matière. Vous avez rédigé vraiment vos questions en conséquence. Et ça nous permet de nourrir un débat. Et ça, ce genre de débat, ça se fait déjà dans le pays. Et sur tous les réseaux sociaux, le débat se fait. D'ailleurs, vous avez vu, dès que la proposition a été introduite et que ça a été annoncé, il y a eu de la malveillance un peu qui s'est développée où certains ont dit « Ah, c'est pour mettre à plat tout le processus électoral en cours et permettre au président sortant de remplir encore. » Vous l'avez choisi, c'est pour ça que je vous interroge alors sur la méthode. Vous aurez soumis ce projet peut-être, vous l'aurez mis sur la place publique un peu plus tôt, qu'on aurait une autre compréhension à vous entendre vous expliquer les motivations, etc., avant que ça n'aille à l'Assemblée nationale. Et on va dire les parlementaires sont pratiquement, enfin c'est votre méthode à vous, c'est à l'Assemblée qu'on découvre tout et après on vous tasse de tout ce à quoi vous n'avez même pas pensé. Oui, parce que nous n'avons pas d'autre moyen que de faire comme ça. Pour des gens sérieux, il faut susciter le débat à partir du moment où quelque chose est déposé. Il ne faut pas faire un débat sur du néant. Il ne faut pas faire un débat sur une proposition de loi qui n'existe pas. Je ne peux pas venir dans un studio de radio ou de télévision dire « Je n'ai rien déposé, mais j'ai l'intention de… » Eh bien, entre l'intention et l'acte, vous avez vu, on a vu certains collègues qui ont annoncé des propositions de loi qui ne sont jamais arrivées. Et pourtant, ça a fait beaucoup de vagues et les gens ont discuté. Je ne veux pas citer des exemples. Mais moi, je ne peux pas fonctionner de cette manière. Je suis obligé d'abord d'avoir ma proposition avant de venir en discuter. Vous comprenez? Sinon, nous allons parler beaucoup. Et finalement, ce sera sur du néant. Ici, c'est du concret. D'accord.
Voilà. Allez, nous sommes en train d'égrener les toutes dernières minutes concernant cette proposition de loi. En définitive, pour ceux-là qui nous ont pris au vol ce matin, honorable Akil attendez, que doivent-ils retenir et que souhaitez-vous pour l'issue de cette proposition de loi? Eh bien, il faut retenir que nous avons euh, introduit une proposition de loi portant révision de la Constitution. Ça n'a rien de sorcier. Il ne faut pas que les gens paniquent. Ça n'a aucune intention malveillante derrière, aucune intention de remise à plat de quoi que ce soit. Le processus électoral en cours est déjà lancé. Le président Patrice Talon est sortant. Dans quelques mois, il sera ancien président de la République. D'ailleurs, il sera membre de ce Sénat que nous voulons créer aussi, au même titre que les autres anciens présidents de la République. Nous voulons voter cette loi pour doter notre pays, pour renforcer l'arsenal institutionnel de notre pays, doter notre pays d'une institution d'équilibre, d'apaisement et de stabilité du système démocratique qui permettent d'aller au développement. Parce que quelqu'un a l'habitude de dire que la démocratie qui ne nourrit pas son peuple est un poison. Et donc, nous, notre démocratie, désormais, doit nous permettre de nourrir le peuple béninois, de développer le pays à travers les infrastructures, à travers le social, à travers la création d'emplois, à travers la création de richesses. Pour y arriver, il faut que nous mettions un peu fin à nos chamailles politiques et que nous nous consacrions davantage aux tâches de développement. Et c'est ce que vise cette proposition de loi que nous avons déposée à l'Assemblée, mon collègue Hassan Seibou et moi. En résumé, c'est ce que je peux vous dire. Bien, allez, nous allons finir, mais en vous écoutant peut-être sur l'actualité du moment. On va dire ce qui se passe chez vos collègues ou camarades d'en face, les démocrates. Vous avez suivi la démission de six de leurs députés de leur groupe parlementaire qui deviennent des non-inscrits, et également cette situation à l'interne. Tout le monde pointe du doigt le management à la tête de ce parti. Vous, tout cela vous inspire quoi en tant que, on va dire, acteur politique et également de votre opposition? Bon, de ma position, je suis un peu gêné de pouvoir vraiment opiner sur la question, mais je pense que les députés qui ont décidé de quitter, de démissionner de leur groupe parlementaire sont des personnes, des personnalités même, je vais dire, qui ont toutes leurs raisons. Ce ne sont pas des enfants et ils ont évoqué des raisons que vous avez suivies avec moi. Et j'estime que ces raisons sont suffisantes pour pouvoir faire le pas, pour pouvoir faire le changement de cap qu'ils sont en train de faire. C'est regrettable pour un parti que cela arrive à pareil moment, mais si peut-être le management à la tête de ce parti avait été autre, ce genre de séisme n'aurait pas eu lieu. Ce genre de séisme n'aurait pas eu lieu parce que nous, de toute façon, on est ouvert à la compétition. Nous avons fait la compétition en 2023 avec le Parti Les Démocrates. Et le Parti Les Démocrates, en allant aux législatives de 2023, avait annoncé à l'avance que les partis de la mouvance étaient morts. Parce qu'une fois les démocrates candidats, eux, ils allaient rafler les 100% des sièges. On a vu comment ça s'est passé finalement. Ils ont eu 28 sièges. Le Bloc républicain en a eu 28. Et nous, Union progressiste de Renouveau, nous avons près de la moitié. 53. Nous avons près de la moitié du Parlement. 53 députés. Donc, ça veut dire que la majorité présidentielle n'est pas aussi faible que les gens pensent. Oui, lorsqu'on écoute dans le monde des intellectuels, lorsqu'on est dans les grandes villes, on a comme l'impression que le pouvoir est vomi. Mais n'oublions pas que tous les gouvernements subissent ce coup, hein, que ce soit Kérékou, bien que ce soit Yahi, le gouvernement n'était pas toujours très apprécié dans le monde intellectuel et surtout dans les grandes villes. Mais à l'intérieur du pays, ce qui se fait impacte nos populations. Et moi, je peux vous dire que je viens d'une circonscription où aucun opposant ne peut venir se comparer à moi. En quel thème? Électoralement parlant, et dans quelques jours, vous allez le constater. Ah, d'accord. Aucun ne peut se comparer. Quand je dis à moi, je parle de mon parti politique. Évidemment. Parce qu'aucun opposant, nous avons fait en 2023 et on a vu le score de l'opposition.
C'est les partis de la Les majorité donnes peuvent changer en présidentielle. 2026. Non, ça n'a pas encore changé jusqu'à l'heure où je vous parle et je ne pense pas que d'ici à janvier, cela, quelque chose bouge dans ce sens parce que la population est d'accord avec ce que nous avons fait pendant ces années. Les 2 mandats du président Patrice Talon ont révolutionné quelque chose dans notre pays. Et les gens nous disent, en 10 ans, il n'y a pas eu une seule grève où nos enfants sont restés à la maison. Nous allons dans les hôpitaux, on ne nous dit plus, on ne voit plus le médecin assis qui refuse de nous soigner parce qu'il dit je suis en grève. Et puis, on voit les infrastructures que vous faites. Nous en voulons plus parce que l'asphaltage n'est pas encore arrivé chez nous. Mais on voit les efforts que le gouvernement fait. Si on vous fait confiance, on sait que ça viendra chez nous. Et que tant que vous êtes là avec eux, vous allez continuer à défendre notre cas. Eh bien, je sais que la population, dans sa grande majorité, fait confiance à la majorité présidentielle. Et donc, le reste, pour moi, c'est de la chamaille. D'accord. Bon, vous ne vous en réjouissez pas, mais ça ne vous... C'est tout bénéfice pour vous aussi, puisque vous n'avez plus de challenger, enfin, je ne veux pas parler de virulents tels que l'auraient voulu certains, vous n'avez plus... Bon, ils sont fort virulents, peut-être, vous parlez de virulents, sinon nous avons des challengers. Et écoutez, si les gens sont si forts, on a 2 duos, non? Ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, ils peuvent s'entendre, par exemple, les opposants qui n'ont pas pu positionner là. Ils peuvent s'entendre pour soutenir l'autre duo de l'opposition. Et on verra si le peuple, effectivement, est seulement de leur côté. Mais c'est plus simple que ça. Ou bien, c'est seulement, tout est centré sur soi. Moi, si je veux aller à une élection et je veux battre quelqu'un chez moi, et finalement, ma candidature n'est pas validée, je vais soutenir quelqu'un d'autre contre celui que je veux battre. Et je vais lui montrer que je suis capable de le battre. Vous savez que ce n'est pas systématique. On évalue les forces en présence et on fait le choix. Vous le savez mieux que moi. On aura plus, c'est vous qui êtes sur le terrain. C'est vous qui le dites. Vous le savez mieux que moi. C'est vous qui le dites, mais les élections réservent des surprises toujours. Donc, vous pensez que ça a encore d'enjeu, ces 2 duos-là en présence? Cette élection a encore un enjeu? Vous pensez qu'il y a une élection qui n'a pas d'enjeu? Nous pouvons aller à l'élection et c'est le duo, ça peut être le duo de l'opposition qui gagne. C'est pour ça que nous, on ne va pas dormir sur nos lauriers. On travaille. J'étais dans ma circonscription hier quand vous m'avez appelé pour cette émission, avant que je ne descende. J'ai dû descendre le soir. Et sinon, je devrais être encore là-bas aujourd'hui. Et c'est toujours pour préparer le terrain pour les échéances. Vous comprenez? Et donc, c'est dire que nous allons faire ces élections de manière apaisée et nous comptons sur toutes les personnalités de ce pays pour qu'il n'y ait plus les situations que l'on avait connues par le passé. Le Bénin est une terre de paix. Le Bénin de Monseigneur de Souza, le Bénin de Béazien de Kaba, le Bénin de Bioguera et de Tofa, c'est un pays de paix. D'accord. Et Dieu nous aime, on a l'habitude de dire, mais Dieu n'aime pas que nous seuls. Dieu aime tous les pays du monde. Donc nous devons faire les efforts nécessaires nous-mêmes pour garantir la paix et la sécurité. On va finir sur cette dernière question. Quand un député est non inscrit, un peu comme les 6 que nous avons vus le vendredi dernier, ça implique quoi? Quelles sont les implications? Cela implique simplement que le député n'est plus membre d'un groupe parlementaire. Oui. Il n'est plus membre d'un groupe parlementaire, mais tel que notre arsenal juridique se trouve aujourd'hui, ce député ne peut plus adhérer à un autre groupe parlementaire. Parce qu'un député ne peut être membre que du groupe parlementaire du parti qu'il a porté à l'Assemblée nationale. S'il y a un désaccord entre lui et le parti, il reste non inscrit jusqu'à la fin de son mandat. Je pense que les collègues vont rester non inscrits jusqu'à la fin de leur mandat. D'accord. Ça n'a pas d'autres implications que ça. Ça n'a pas d'autres. Même si plus tard, ils atteignent un nombre qui leur permet de mettre en place, parce qu'avec 9 députés, on peut faire un groupe parlementaire. Oui. Ou avec 10. C'est 10, je pense. 10, enfin, avec 11, parce que c'est 10%. Voilà. Oui, ça fait donc 11 10%, avec 11 députés. OK. Même si ils atteignaient 11 un jour, ils ne pourront pas mettre en place un groupe parlementaire parce que c'est un seul groupe parlementaire désormais par parti politique. Alors qu'avant, nos réformes, dans le même parti, on faisait plusieurs groupes parlementaires. Moi, j'étais président d'un groupe parlementaire, mais on était venus de différents partis politiques. Ça faisait un peu capharnaüm. Parce qu'on n'est pas venu avec la même vision, on n'est pas venu avec les mêmes idéaux et tout. Et le même parti, dès lors que le parti a
À l'époque, c'était 9 députés. Donc, dès lors que le parti a un certain nombre de députés, il divise par 9 et il voit le nombre de groupes parlementaires qu'il peut créer. Tout ça là, c'était pour des avantages matériels parce que, étant président de groupe parlementaire, vous avez droit à un véhicule de fonction, même si ce n'est pas grand-chose, le véhicule, peut-être les petites Toyota qu'on nous donne et tout ça. Eh bien, aujourd'hui, on a mis fin à ça. C'est groupe parlementaire, quel que soit votre nombre, vous avez droit à un seul groupe parlementaire. Nous, on a 53 députés et tous les 53 sont membres du groupe parlementaire que je dirige. C'est vrai qu'on a fait une innovation pour que le travail ne pèse pas seulement sur le président du groupe. On a décidé de mettre en place des bureaux de groupe parlementaire composés de 3 personnes par groupe parlementaire. Et ça, c'est une expérience qui est bien. Et tout ça constitue des économies pour le pays. Et c'est la vision, c'est cette manière de penser du régime en place qu'il faut saluer. Hein, tout ceci permet de faire des économies et de faire tout le déploiement que vous voyez dans le pays avec les constructions et où on est même obligé. Pour arriver ici, j'ai dû faire beaucoup de contournements parce qu'il y a des chantiers partout. Et ça, c'est heureux pour notre pays. Merci beaucoup, honorable Nathan Deake. Je vous rappelle que vous êtes député et le président du groupe parlementaire Union Progressiste Le Renouveau. Avec vous, nous avons essayé de décortiquer un peu votre proposition de réforme constitutionnelle. Prochaine étape, enfin, que la commission des lois finisse le travail et que la plénière s'en saisisse pour examen, amendement et vote. Exactement. Merci beaucoup. Nous sommes au thème de nos échanges. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Mesdames et messieurs. Merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour l'entretien de ce dimanche que nous vous remercions d'avoir suivi. Je vous rappelle que cet entretien est en nouvelle diffusion ce lundi à partir de 21h30 et vous pouvez le suivre également sur nos plateformes numériques, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, sur notre application ETélé Bénin, également sur notre page Facebook ETélé avec vous, pour vous. Le programme se poursuit.